Bonjour. Voilà, je suis un journaliste heureux et en colère. Alors, je suis un journaliste heureux, merci Violaine, merci le Sénat, parce que l'évolution depuis 20 ans sur ces questions-là, elle est, je trouve, extraordinaire. Et je suis en colère parce que je mesure tout ce qui reste à parcourir et on est encore loin du compte. Donc pour développer ma pensée, bon, je suis journaliste, hein, je ne suis pas un universitaire, je parle à partir de mon expérience. Ce que j'ai appris, c'est que on ne réprime que ce qui trouble l'ordre social ou l'ordre public. C'est-à-dire que la probabilité qu'un crime soit réprimé dépend de sa visibilité. Or, vous le savez très bien, la plupart des viols d'enfants, c'est un crime invisible. Et donc, l'une des questions qui a traversé tout le mouvement associatif depuis plusieurs dizaines d'années, c'est comment rendre visible ce qui n'est pas visible. J'ajoute que nos institutions, la police, la justice, sont formatées pour réprimer, pour traiter les troubles à l'ordre public visibles. La fraude fiscale, jusqu'à un certain temps, et encore même maintenant, elle n'était pas réprimée parce que tout le monde s'en foutait, ça ne se voyait pas. Donc, quand on se pose la question comment rendre visible un crime qui est invisible, le viol d'un enfant par exemple, il y a une réponse qui paraît logique. On médiatise. Et c'est là où j'interviens et les médias interviennent. Oui. Alors, c'est vrai qu'on prête à la presse, dans nos démocraties, on lui prête un rôle de quatrième pouvoir. D'accord ? La preuve par les États-Unis. En 2002, c'est un journal, le Boston Globe, qui révèle les viols de prêtres sur des enfants, viols qui ont été protégés par la hiérarchie catholique. Et ça va aboutir assez rapidement en 2002 à la démission de au-dessus de l'archevêque. Enfin bref. Bernard Law. Voilà. Il vient de mourir, bah oui, bon. Et Law, oui, oui. Mais en même temps, il suffit de regarder le film Spotlight qui est sorti en 2015 pour voir combien le travail des journalistes a été entravé et difficile. Et puis en 2002, au moment où le Boston Globe sort ses révélations, à Hollywood, tout le monde sait ce qui se passe. Et il n'y a aucun journal qui dénonce. Donc, quatrième pouvoir, oui, je veux bien, mais voilà, ça mérite d'être nuancé. J'en viendrai à mon expérience personnelle. Moi, je ne suis pas spécialiste des questions de pédocriminalité. J'ai rencontré ça parmi d'autres. Je suis plutôt spécialiste des délinquances, des criminalités économiques ou des systèmes mafieux. Mais dans les années 84-85, je publie à quelques mois d'intervalle 2 enquêtes. La première, c'est Balai bleu sur Minitel, c'était l'époque du Minitel. Et bon, j'étais candide, naïf. C'est une enquête, j'avais infiltré un réseau qui aboutissait à la mairie d'une grande ville française. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions à la publication, que mes chers confrères allaient reprendre et qu'on allait faire cesser ce qui m'apparaissait comme quelque chose d'abominable, à savoir des viols d'enfants. Et puis c'est publié, et puis rien. Rien. Quelque temps après, je publie une autre enquête sur un réseau. C'était d'ailleurs pas très très loin du Sénat, c'était en face le Jardin du Luxembourg, je crois que c'est rue Médicis.
une galerie photo très particulière. Je creuse et je tombe sur l'organisation d'un groupe. Alors je précise que ce groupe va tomber 10 ans après. C'est le fameux réseau Toro Bravo franco-colombien qui va tomber donc en 95-96. Ben, à l'époque, quand je publie, donc 85-86, rien. Bon, moi je passe à autre chose. Et il se trouve qu'en février 2000, je révèle pour la France cette fameuse affaire qu'on a appelée l'affaire du CD-ROM de Zandvoort. Je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas cette affaire quand même tout à fait édifiante. Il s'agissait d'un CD-ROM qui était donc trouvé en Hollande à Zandvoort, sur lequel il y avait 8500 photos et documents de viols d'enfants, y compris des nouveau-nés, avant, pendant et après le viol. Et il y avait 472 visages d'enfants violés identifiables. Le document sur lequel je me basais, c'était un document Interpol, puisque la police hollandaise avait transmis le CD-ROM à Interpol. Et moi, je pose la question, qui sont ces enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour les retrouver? Ils sont en danger puisqu'ils sont sur ce CD-ROM. Et là, tsunami médiatique. Tous mes confrères, radio, télévision, tout le monde en parle, à la française, hein, vous savez, le soufflet. Mais je me suis interrogé, je me suis dit pourquoi ce qui provoque une telle réaction médiatique en 2000, 14 ans avant, il n'y avait rien. Et je n'ai trouvé qu'une seule réponse, mais intéressante, je crois, c'est qu'entre 85 et puis 2000, il y avait eu l'affaire Dutroux. Et l'affaire Dutroux, ça a été un traumatisme européen, ça a été un traumatisme en France. Et plusieurs enquêtes d'opinion ont montré que les parents sont des électeurs, hein, que les parents avaient terriblement peur que leur enfant soit victime de violences sexuelles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, plus que la presse, c'est l'opinion publique qui est déterminante. C'est l'intervention des citoyens. Et ça, c'est extrêmement porteur pour l'avenir. C'est-à-dire que, certes, il faut de la répression, certes, il faut, etc., etc., mais ce qu'il faut, c'est gagner une bataille culturelle pour faire en sorte que ces crimes soient reconnus par la société comme des crimes qui méritent d'être réprimés. Donc c'est une bataille culturelle. Je précise que Le Figaro et Canal+ ont repris l'enquête que j'avais publiée dans l'Humanité. Ils ont prolongé le travail. On travaillait en équipe, mais c'était super. Et ça aboutit quand même à ce que 81 enfants français soient identifiés sur le CD-ROM. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva? Tous les dossiers ont été transmis, regroupés dans le cabinet d'une juge d'instruction qui était connue pour ne pas croire à ces histoires. Et donc, on s'acheminait vers un non-lieu, ce qui a expliqué pourquoi, avec ma consoeur du Figaro, nous avons écrit le livre de la honte pour dire « Vous allez enterrer l'affaire, eh bien nous ne sommes pas dupes et nous nous indignons de ça ». Je signale également, parce que c'est passé complètement inaperçu, que parmi les personnes identifiées sur le CD-ROM de Zandvoort, il y avait plusieurs des disparus de Lyon. Et ça pose un problème, parce qu'Émile Louis, il était conducteur de car, mais il n'avait pas d'activité informatique ou sur Internet. Donc ça reste une question. Voilà. Et le non-lieu était justifié parce qu'à chaque fois qu'un enfant était identifié, il s'agissait d'une erreur ou d'un sosie selon l'institution judiciaire. Ce CD-ROM, c'était un condensé, c'était une concentration de sosie incroyable. Alors,
comment expliquer la situation française qui est quand même extrêmement ambiguë? La France est un pays ambigu, c'est un pays qui célèbre Polanski, c'est un pays dans lequel des ministres en exercice disent que finalement c'est une histoire très ancienne qui n'a pas beaucoup de sens. Il s'agissait quand même du viol, de la sodomisation d'une gamine de 13 ans qui avait été droguée à son insu, quand même. Donc, et puis en même temps, c'est un pays où, enfin excusez-moi, mais nous sommes le pays des droits de l'homme et nous nous permettons de donner des leçons de droits de l'homme partout. Alors, ça conduit à un certain nombre de réflexions, d'interrogations. C'est ça, moi j'ai plus de questions que de réponses à vous offrir. La justice. La justice, elle paraît quand même très en deçà de ce qu'il faudrait. Et pourtant, est-ce qu'en faisant un procès à la justice, on ne se trompe pas? Parce que la justice française, la justice dans le droit latin, elle est nécessairement conservatrice, elle applique le droit. Et de plus, elle a à faire respecter la présomption d'innocence. Et puis surtout, les magistrats sont formés à réparer le trouble à l'ordre public. Les magistrats ne sont absolument pas préparés à être à l'origine du trouble à l'ordre public. Or, il y a trouble à l'ordre public quand ils mettent en examen quelqu'un pour viol, etc. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à créer le trouble à l'ordre public. Et ça, c'est contre nature pour les juges. Alors, les politiques. Les politiques... Ouais, bon, mais je suis très content d'être ici. Hein. Pas croire, mais j'ai tellement entendu. Il n'y a pas un seul homme politique ou une femme politique qui est arrivé en disant, écoutez, les enfants, on s'en fiche, ils ne votent pas. C'est comme un concours de belles phrases, sauf que derrière, ça ne suit pas. Et d'ailleurs, ce qui apparaît des travaux de ces assises démontre ça. On cerne les problèmes, on mesure qu'il faut faire quelque chose, mais que ce qui est fait, c'est peanuts par rapport à ce qu'il faudrait. La presse. Alors là, la presse. On peut parler de la responsabilité des journalistes, mais les journalistes, ils travaillent dans des rédactions et ils sont soumis à des politiques rédactionnelles. Il faut dire que les médias sont menacés de procès en permanence, procès qui sont très onéreux. Je peux vous en parler, j'ai eu 36 procès dans ma carrière, dont 7 pour des dossiers pédocriminels. Et il arrive un moment, ce n'est pas tellement les procès directement qui posent problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous travaillez sur un dossier, vous savez d'où vous partez, mais vous ne savez pas où vous allez arriver. Eh bien, vous vous dites, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que, ça se trouve, je vais mettre le journal sur le flanc financièrement? Est-ce que ça vaut le coup? C'est-à-dire, c'est l'autocensure qui est induite, qui est gravissime. Je voudrais, pour terminer et illustrer ce que je vous dis, vous parler de mon expérience sur l'affaire d'Outreau. Outreau, que je n'ai pas suivi sur le terrain à l'époque. Moi, c'est Carl Zéro qui me demande de travailler dessus. J'étais réticent, bref. J'ai fini par accepter. Mais dans l'affaire d'Outreau, vous voyez quoi? Oui, il y a une doxa. Outreau, c'est l'affaire. C'est une erreur judiciaire. Les victimes, ce sont les adultes qui ont fait de la prison alors qu'ils ont été acquittés. Et puis du coup, les 12 enfants qui ont été reconnus victimes de viol par la justice sont passés sous silence. Il y a une doxa. La preuve par Outreau, c'est quelque chose qui a pesé sur tous les tribunaux. La preuve que les enfants mentent, regardez Outreau. Vous voulez recommencer un Outreau, eh bien, voilà, condamnez mon client. C'est très intéressant pour voir les stratégies des avocats. Lorsque j'ai accepté de faire ce film, c'était quand même assez étonnant parce que
j'ai commencé à recevoir des menaces avant même que j'ai tourné le moindre interview. Je m'attendais quand même, là j'étais plus naïf, hein, je m'attendais quand même à des pressions, mais voilà. Bernard de la Villardière, qui était mon producteur, m'a dit, ben, puisque c'est ça, on va produire le film sur nos fonds propres, donc les fonds de Ligne de Front, la boîte de production de Bernard. Et donc, ça a été 3 années de travail. C'est un film de retraité, bien sûr. Hein. C'est impossible à réaliser dans la vie avec le rythme d'une rédaction habituelle. Le film, il est sorti en salle. Il était destiné à être diffusé à la télévision. Mais brusquement, aucune télévision française n'a accepté de le diffuser. Alors, je vous rassure tout de suite, le film a été diffusé à la télévision, en Suisse. Donc vous voyez, je ne sais pas il y a des choses qui bloquent et c'est insupportable. Moi, ce que je pense, c'est que il ne faut pas attendre de la presse plus qu'elle ne peut donner. La presse est en crise, la presse nationale, celle dont les titres sont hérités de la presse de la résistance et de la libération, ça n'existe quasiment plus. 90% des médias sont concentrés entre les mains de puissances financières du CAC 40, dont de nombreux marchands d'armes. Et si chez les marchands d'armes, la sécurité des enfants était une priorité, ça se saurait. Donc, le fait nouveau et qui me rend optimiste, c'est l'existence des réseaux sociaux. De ce point de vue, je voudrais évoquer une expérience que j'ai vécue à la suite d'Outre l'autre vérité. C'est la création d'un site collectif interassociatif de lutte contre la pédocriminalité qui a fait un appel aux témoins. Et vous pouvez vous reporter sur ce site. Il y a 160 témoignages qui sont poignants, qui sont extraordinairement forts. Et la clé, c'est ça. Ce qui a changé dans ce pays, c'est que le mur du silence est brisé. Alors, il y a eu l'affaire Weinstein, il y a eu Balance ton port, mais ce sont des moments marquants sur une évolution. Et personnellement, je voudrais rendre hommage à toutes les personnes victimes qui ont eu le courage depuis les années 50 d'entrer dans un commissariat de police pour dire non pas je me suis fait violer, mais j'ai été violé par. Et c'est toute cette chaîne invisible de solidarité entre les victimes qui ne se connaissaient pas, mais ça crée une accumulation quantitative qui fait qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes en train de vivre une période de basculement irréversible. On ne peut rien faire contre des gens qui prennent la parole. Et donc, voilà, moi, je ne pensais pas de mon vivant voir ce que je vois actuellement. En même temps, je trouve que c'est lent, surtout à l'échelle d'une vie, quoi. Donc, il faudrait tout faire pour accélérer, voilà.